Ce soir, notre objet, c'est la nature et la culture. Nature et culture. Alors que l'objet principal de cette série de conférences, c'est l'éducation, et plus précisément la philosophie de l'éducation, c'est-à-dire le regard que le philosophe porte sur ce que c'est qu'une éducation telle qu'elle est, et puis ce que c'est qu'une éducation telle qu'elle doit être. À quoi doit ressembler l'éducation véritable? Comment on éduque bien un être humain? Ça, c'est une vraie question philosophique, puisque c'est une question qui ne se contente pas de décrire une réalité empirique, mais c'est une question qui s'interroge sur une sorte de prescription ou d'idéal. À quoi ressemblerait une éducation digne de ce nom? Bon. Mais penser l'éducation, c'est immédiatement situer sa réflexion dans le champ de la culture. Regardez, oublions un instant ce que je viens de dire sur le philosophe qui s'interroge sur l'éducation idéale. Bon, prenons une description de ce que c'est qu'une éducation telle qu'on peut la trouver sous la plume d'un sociologue. Puis tant qu'à faire, je vais prendre un immense sociologue qui s'appelle Marcel Mauss. Et Mauss dit de l'éducation, alors là je le cite, « L'éducation est l'opération par laquelle l'être social est surajouté en chacun de nous. » L'éducation est l'opération par laquelle l'être social est surajouté en chacun de nous. Autrement dit, l'éducation, elle ajoute en chacun de nous quelque chose qui est d'origine sociale. L'être social entre en nous par l'éducation. Donc l'éducation produit quelque chose chez l'enfant, puis chez l'adolescent, et puis peut-être ensuite, l'éducation, ça peut durer longtemps. À l'université, d'une certaine manière, on reçoit encore des éléments d'éducation. Il y a de l'instruction, évidemment, mais il y a aussi une dimension d'éducation. Donc, l'éducation, si on la pense comme ça, d'emblée s'inscrit bien dans le champ de la culture, puisqu'elle relève du fait social. Elle relève de ce que la société produit dans l'individu. Donc, au premier abord, quand on parle de l'éducation, on ne parle pas d'un phénomène naturel. On parle de quelque chose qui relève, de ce point de vue-là, véritablement de la culture. Bon, ça, c'est mon point de départ. Bon, c'est un point de départ, je pense, sur lequel on va s'accorder aisément. Ce n'est pas une thèse révolutionnaire. L'éducation, c'est le champ de la culture. Ce qui laisse penser d'emblée que peut-être l'éducation s'oppose d'une certaine manière à la nature. Puisqu'elle relève de la culture, l'éducation, en imposant à l'individu un être social d'origine externe par rapport à lui-même, cette éducation le dénaturerait. Si l'éducation ajoute quelque chose à l'enfant qui ne vient pas de l'enfant lui-même, alors l'éducation dénaturerait l'enfant, c'est-à-dire le modifierait au regard de ce qu'il est naturellement au départ. Donc, l'éducation s'inscrit dans la culture et, au premier abord, elle pourrait bien s'opposer à la nature. Au premier abord. Bien. Alors d'ailleurs, formulé comme ça, moi je trouve que d'emblée, c'est pas mal. Vous voyez, non mais c'est pas mal, ça tient debout, c'est... Bon, on a presque envie de dire, bon ben voilà, on a tout dit. L'éducation, c'est un fait social, et donc il y a autant de systèmes éducatifs ou de modalités de l'éducation qu'il y a de faits sociaux. Donc on n'éduque pas les enfants de la même manière en tel lieu ou en tel autre, à telle époque ou à telle autre, et puis voilà. Et puis on a réglé d'une certaine manière le problème. Il n'y a plus qu'à se tourner vers une approche sociologique, ou historique, ou anthropologique, ou économique, ou ce que vous voulez, pour décrire les processus éducatifs et montrer qu'à telle époque on faisait ceci, aujourd'hui on fait cela, et tout ça finalement relève de déterminisme culturel variable dans l'espace et dans le temps. C'est vrai, au premier abord, au premier abord, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, quoi. Vous voyez ? C'est souvent ça, l'objet philosophique. On a affaire à un objet de réflexion qui, au premier abord, ne soulève pas de difficultés majeures. Mais il faut regarder de plus près. Moi, je vous invite à y regarder de plus près. Parce que, creusons cette veine-là. Cette veine qui est la veine sociologique. Je ne vais pas dire du mal de la sociologie, c'est pas ça, mais le but, c'est de montrer quand même que quand on a dit ce que je viens de dire, on n'a pas tout dit. En fait, c'est ça, la philosophie. Il ne s'agit pas de dire que les sciences se trompent ou pas, c'est pas ça. Mais il arrive que les scientifiques ayant dit tout ce qu'ils avaient à dire, il arrive qu'ils n'aient pas encore tout dit. C'est possible. Et c'est peut-être là précisément que commence la réflexion philosophique. C'est là que ça commence. Alors maintenant, on va quand même chercher, on va quand même penser. Alors regardez pourquoi j'ai dit ça. Restons dans une perspective, disons, sociologique. L'éducation est un fait social. Si je raisonne comme ça, l'éducation, c'est un fait social qui s'inscrit donc dans un cadre culturel
relatif à une société, produisant en l'individu des effets qui viennent de dehors. Ce qui se joue dans notre conscience, enfin, on croit que ça vient de nous. On croit qu'on est l'auteur de ses pensées, de ce qu'on veut, etc. On croit. Mais en réalité, ce que l'on pense, ce que l'on veut, ces représentations, ces volitions, sont l'effet de contraintes sociales qui s'imposent indépendamment de notre volonté. D'ailleurs, là, je suis en train de définir ce que c'est qu'un fait social pour un sociologue. Hein. C'est une cause externe à l'individu, qui s'impose à l'individu et qui s'accompagne de sanctions. Et c'est la sanction qui fait la contrainte. Vous voyez ? La langue est un fait social. Elle s'impose à l'individu. On ne choisit pas, on peut choisir la langue que l'on parle, mais on ne choisit pas la structure de la langue à laquelle il faut se soumettre pour parler telle ou telle langue. On peut bricoler dans les marges. Alors, il faut être un très grand poète pour pouvoir jouer avec la langue. Sinon, si je commence à parler la langue en produisant des effets de distorsion de la langue elle-même, la sanction sociale va tomber assez rapidement. Au mieux, on ne me comprend pas. Au pire, on se moque de moi. Le rire, c'est une sanction sociale. L'incompréhension aussi. Hein, personne ne vous dit le rire est toujours provoqué par un échec. Non, mais le succès, c'est pas drôle. C'est pas drôle. La danseuse qui virevolte dans les airs avec grâce et légèreté, cette danseuse n'est pas drôle. Sa grâce, au contraire, émeut. Vous voyez ? Bon, elle n'impacte pas notre ressenti. Ça, c'est des manières de formuler les choses. Non. Elle provoque en nous des sentiments. Vous voyez, elle nous permet d'éprouver des sentiments. Elle modifie quelque chose dans notre âme. Vous voyez ? Et donc, elle n'est pas drôle. La beauté, c'est pas drôle. La beauté, ça fait jamais rire. Ça peut faire pleurer. Vous voyez, on peut écouter un prélude de Bach ou une symphonie merveilleuse et sentir les larmes venir à ses yeux. C'est possible. Mais on n'éclate pas de rire. Ou alors on éclate de rire si ça se passe pas comme c'était prévu. Ou si, alors c'est le ressort comique, ou si le gars qui fait ça, il trébuche, il se rend au piano et il glisse sur une peau de banane avant d'y arriver, et là tout le monde est mort de rire dans la salle. Donc ce qui fait rire, c'est l'échec. Ça, personne ne l'avait remarqué. Donc le rire, c'est une sanction sociale. Donc si je ne respecte pas cette contrainte sociale qu'est la langue, je vais être puni socialement. Ça va être assez rapide. Hein, où on ne me comprend pas, je l'ai dit, au mieux, alors je parle tout seul, et puis là je suis frustré, ou bien on se moque de moi, et puis c'est, enfin, tout ça, les petites blagues sur les gens qui ont des accents un peu différents, tout ça. Le rire est conservateur. Le rire ne veut voir qu'une tête. C'est ça. Alors il y a d'autres manières de rire. Le seul moyen de rire qui soit libératrice, libérateur, le seul moyen qui soit libérateur, c'est de rire de soi. Ah, là, c'est autre chose. Si je ris de moi, à ce moment-là, je ris de mon propre échec, et je prends conscience de la vanité de mes postures. Ça, oui, ça Molière sait faire ça. Et quand je regarde une pièce de Molière, en fait, je saisis ce qu'il y a de dérisoire dans les jeux sociaux, hein, bien souvent. Mais le rire, la caricature, tout ça, en démocratie, c'est bien, parce que comme c'est un pouvoir... Comme c'est conservateur, en fait, c'est un pouvoir en démocratie, le rire est un contre-pouvoir, du coup. Quand on rit de la puissance, bon, c'est un contre-pouvoir. Quand on rit des plus fragiles, ça, c'est moins drôle. Vous voyez, enfin, c'est moins drôle. Ça fait rire certains. Mais c'est une manière d'asseoir son pouvoir. Hein, l'humour qu'on fait, je sais pas, quand on se moque du footballeur qui parle pas bien. Oui, c'est ça. Oh, puis ces gens qui viennent de milieu. Bon. Il y a une manière de se moquer des gens, qui est une manière, dans le fond, méprisante. C'est une manière de celui qui se place au-dessus. Donc, un fait social s'accompagne toujours d'une sanction. Je prends cet exemple-là de la parole ou de la langue, du respect de la langue. On voit bien qu'en ce sens-là, la langue est bien un fait social. Et l'éducation, c'est du même ordre. L'éducation est un fait social. Et un fait social, ça s'accompagne de contraintes. Et ça s'accompagne de sanctions. Enfin, c'est une contrainte. Et ça s'accompagne de sanctions. Alors bon, chacun le sait bien. Enfin, si je prends un système scolaire, un système éducatif, il y a des sanctions. Enfin, il y a des notes. Il y a des évaluations. Et donc, alors après, on peut toujours bricoler en disant on va supprimer les notes de 0 à 10, on va mettre des feux rouge, vert, bleu, etc. Mais enfin bon, le petit, quand il a un feu rouge, il a compris que c'était un feu vert, vous voyez. Et d'ailleurs, regardez la réaction qu'un parent pourrait avoir. Je me mets dedans, hein, on est tous là. En fait, je ne donne pas de leçons, hein, on est bien d'accord, je ne prescris pas, on décrit. Regardez bien, on est tous pareils. Un enfant rentre de l'école, il a une note, donc il a été sanctionné. Alors une note, c'est toujours une sanction, hein, mais il y a la sanction un peu douloureuse de la mauvaise note.
Alors, un réformateur aurait dit, dans mon hypothèse, il n'y a plus de note de 0 à 10 ou 0 à 20, on va mettre des feux rouges ou des feux verts, le petit, il a vite compris, vert c'est bien, orange c'est pas terrible, rouge c'est... Puis alors, le noir, alors là c'est le trou noir, là t'es tombé dans le... Tu disparais dans le néant. Alors là, il vient à la maison, il arrive à la maison avec son feu rouge, et vous voyez bien la première réaction qu'on pourrait avoir en tant que parent, c'est, bon, t'as eu un feu rouge, très bien, oui, et les autres? Parce que s'il répond, mais toute la classe, oh, bah alors c'est pas grave. Vous voyez? Mais et si c'est, il n'y a que moi. Ah, alors là, il y a un problème. Une fois, 2 fois, il n'y a que moi. Là, on prend rendez-vous avec la maîtresse. Hein. Elle va discuter un peu, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Au bout de 3 fois, d'ailleurs, on aurait tendance à lui dire, enfin quand même, t'as pas d'orgueil? Comme si la passion était le moteur d'un progrès. Et en l'occurrence, une passion ici qui est quand même une passion qui ne s'inscrit pas dans le champ de la moralité et de la vertu. L'orgueil. Donc, un système éducatif, quel qu'il soit, c'est contraignant et ça s'accompagne de sanctions. Donc, un système éducatif, au premier abord, s'oppose à quelque chose qui serait de l'ordre d'une espèce de spontanéité naturelle de l'homme, une espèce de spontanéité individuelle qui tendrait à s'exprimer et qu'un tout système éducatif brimerait, puisqu'il s'agirait de surajouter l'être social dans tous les individus. Hein, le mécanisme produisant d'ailleurs l'équilibre même de la société. Voilà. Si tout le monde reçoit la même éducation, bah, ça va produire une espèce d'unité, c'est un peu un agrégat, mais enfin, une espèce d'unité qui va faire que ça tient. Voilà, d'ailleurs, c'est la définition que Mauss donne d'une société, une très belle définition d'ailleurs. Il dit une société, c'est quelque chose qui tient. C'est une belle formule, c'est simple. Ça, ça quand même, ils savaient écrire. Hein. Ils savaient écrire. Non, mais c'est pas une blague. Hein. Quand on lit ces sociologues du début du XXe siècle, pas seulement, hein, Bergson, les philosophes, tout ça, mais une qualité d'écriture absolument remarquable. Donc la société, c'est quelque chose qui tient. Et l'éducation participe à faire en sorte que toutes les parties de la société tiennent, qu'elles se tiennent, et qu'à l'arrivée, ça soit structuré et cohérent. Donc, l'éducation s'inscrit dans la culture, et plus précisément dans une culture contraignante, qui empêche l'individu de rester pleinement spontané, voyez, de rester lui-même. Autrement dit, l'éducation, de ce point de vue-là, dénaturerait l'homme pour le contraindre, à marche forcée, à entrer dans un cadre social préétabli. Voilà, ça, c'est une thèse. Non, mais pour bien penser, il faut se donner des thèses claires. Après, on discute, hein, on va voir. C'est pas la peine d'aller chercher des complications inutiles. Si je raisonne comme ça, l'éducation produit en l'homme des pensées qui viennent de dehors. Elles ne viennent pas de dedans, pour dire les choses simplement. Elles viennent de dehors, puisque l'éducation surajoute l'être social en chacun de nous. Donc l'éducation produirait dans les âmes des représentations qui viendraient de l'extérieur même de chaque individu. Alors, avant de mettre ça en question, on creuse encore quand même. Marx a une formule là qui mérite aussi d'être envisagée. Marx écrit ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais à l'inverse, leur être social qui détermine leur conscience. C'est une belle formule, hein. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais à l'inverse, leur être social qui détermine leur conscience. Autrement dit, ce que je suis, ça n'est pas un effet de ma conscience. Je crois, j'ai fait des choix, je crois, mais en réalité, c'est une illusion. Je ne suis que le produit de l'existence sociale. C'est pas mon être qui détermine mon être social, c'est mon être social qui détermine mon être. Et si dans mon être, ce qui prime, à mes yeux, c'est la conscience, ce n'est pas la conscience qui détermine mon être social, c'est mon être social qui détermine ma conscience. Autrement dit, les hommes, de ce point de vue-là, ne sont que les produits de l'existence sociale. Ce sont des effets. Ce qui se joue dans les représentations vient de l'extérieur. D'ailleurs, la conscience, dès lors, est chargée de ce que Marx appelle une idéologie. C'est ça, l'idéologie chez Marx, c'est ça. L'idéologie, c'est une pensée qui se croit libre, mais qui en réalité est déterminée par la société, et plus précisément, dans la logique de Marx, par la base économique de la société. Parce que c'est ça qui détermine. Hein, enfin, je prends un exemple. Vous inventez la machine à vapeur, bon, ben, vous n'avez plus besoin d'esclaves. Il vous faut du salariat. Voilà. Donc vous abandonnez une base économique qui justifie l'esclavage ou le servage, et puis à ce moment-là, avec la machine à vapeur, ben, le salariat, ça marche bien. Donc vous croyez
que vous inventez l'abolition de l'esclavage parce que vous êtes attaché aux droits de l'homme, pas du tout, c'est la machine à vapeur. Donc c'est la base économique qui détermine nos représentations. C'est pas nos représentations qui déterminent la base économique. Vous voyez ? Donc alors, avec Marx, on trouve une position qui ressemble à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, c'est les contenus de nos pensées ne sont en réalité que des idéologies, c'est-à-dire des phénomènes ou des faits de conscience qui sont produits par des structures sociales. Voilà, on croit qu'on est indépendant, on croit qu'on décide, mais en réalité, on est les effets. Enfin, vous le savez bien, c'est des choses qu'on répète en boucle. Puis d'ailleurs, on peut regarder, je sais pas, statistiquement, l'accès aux études supérieures, si vous prenez le système éducatif français, est plus courant dans certains milieux sociaux que dans d'autres milieux. Et donc, il y a bien un déterminisme social qui fait qu'on est porté dans une direction plutôt que dans une autre. Donc, c'est pas l'être de chacun qui détermine, la conscience de chacun qui détermine son être social, c'est son être social qui détermine sa conscience. Voilà. Alors, évidemment, vous avez compris que si on raisonne comme ça, l'éducation, ça n'est rien d'autre qu'une espèce de manière de répéter mécaniquement quelque chose qui est déjà là. Les professeurs eux-mêmes ou les instituteurs ne sont, dans le fond, que ceux qui répètent à leur insu quelque chose qui est déjà là. Nizan, c'est vraiment un penseur intéressant. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Les chiens de garde ». Et quand on lit les chiens de garde, moi j'ai eu ça quand j'étais étudiant en philo, un étudiant en philo, il faut qu'il lise les chiens de garde, parce que là il a une attaque en règle contre les philosophes idéalistes et contre une certaine manière de concevoir la philosophie et son enseignement. Alors, Nizan, il vous dit, Bergson, un penseur comme Bergson, alors l'esprit, l'élan vital, il enseignait à Angers, au lycée David. Bergson, professeur de philosophie, c'est le chien de garde. C'est le chien de garde, c'est-à-dire il répète à son insu, mais de manière conceptualisée, de manière apparemment très technique, très philosophique, des valeurs qui ne sont rien d'autre que les valeurs de la structure sociale à laquelle il appartient, c'est-à-dire les valeurs de la bourgeoisie. Donc c'est le chien de garde. Voilà. Si ce n'est pas ma conscience qui détermine mon être social, mais à l'inverse, mon être social qui détermine ma conscience, la conscience du maître est déterminée par son être social, et au-delà de son être social particulier, d'ailleurs pas sa classe sociale, c'est ça dont il est question, mais même au-delà de ça, par la base économique de la société, et donc dans le fond, une école, une institution, un instituteur, un professeur, tout ça, ça répète, ce sont des caisses de résonance, d'éléments qui sont extérieurs, à la fois à l'élève, à qui la pensée va être imposée, mais au maître lui-même, qui, à son corps défendant, à son insu, véhicule des valeurs qui sont d'origine sociale. Et là, vous voyez bien, on a quand même une position qui est une position critique. C'est-à-dire une position qui inscrit la culture, l'éducation dans le champ de la culture, mais qui ramène la culture à quelque chose qui est tout à fait problématique. Puisque si on veut s'extraire de ça, il va falloir s'extraire de l'idéologie. Il va falloir arracher la conscience de l'idéologie. Et c'est pour ça qu'il faut être révolutionnaire. On ne va pas arracher la conscience de l'idéologie simplement par une réforme, vous voyez, réforme du code du travail et puis une prime chauffage, ou je sais pas quoi, ça ne changera pas la conscience, vous voyez. Donc, ce qui fait que dans une perspective marxiste, non, il n'y a pas d'autre solution qu'une révolution très profonde qui, modifiant la structure sociale elle-même, modifiera les contenus de la conscience. Voilà, donc tu changes la société, tu changeras les représentations, et dans une société sans classe, il n'y aura plus les chiens de garde qui, à leur insu, défendent les intérêts de la classe dominante. Alors, ces chiens de garde qui sont, d'ailleurs, pour Nizan, les philosophes idéalistes, c'est-à-dire les philosophes qui croient que ce qui compte, ce sont les idées. C'est les philosophes qui croient que ce qui compte, ce sont les représentations, qui croient que c'est la conscience. Donc, on a une thèse. Et c'est cette thèse-là qui mérite d'être discutée. Il faut qu'on la regarde de plus près. Mais enfin, on accordera cette thèse de tenir. Non, mais au premier abord, ça tient bien. Alors maintenant, regardons de plus près. Mon point de départ, c'était que l'éducation s'inscrit dans la culture. Et la question posée est la question de savoir si la culture, dans laquelle s'inscrit l'éducation, vient dénaturer l'enfant d'abord, puis l'adolescent, etc., si l'éducation ne vient donc pas s'opposer à la nature. C'était ça mon point de départ.
J'ai envisagé alors une position qui dit, évidemment, l'éducation c'est la culture, mais la culture ça n'est qu'un ensemble de mécanismes sociaux qui produisent des effets, donc finalement, vos systèmes éducatifs, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous serez toujours les chiens de garde de la classe dominante. Disons, et agrégé de philo, hein, il n'a pas fait l'agrégation de philosophie. Hein. Mais bon, à ses yeux, l'enseignement universitaire, les agrégés de philosophie, tout ça, ce sont des purs simples produits d'une classe dominante qui sert ses intérêts, mais ne cherchez pas une espèce de Machiavel ou de complot derrière, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Ce sont des mécanismes. On décrit des mécanismes sociaux. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui dit « je vais inventer l'agrégation de philo pour que personne au lycée du coin développe une théorie qui va faire entrer dans l'esprit des élèves des idées qui sont conformes ou favorables aux intérêts de la classe dominante. C'est pas comme ça que ça marche. C'est la structure sociale qui produit ça, elle d'elle-même, mécaniquement. Alors regardez bien, mécaniquement. C'est-à-dire naturellement. Autrement dit, on ne parle pas de la culture. Tout ce que je viens de dire, c'est une théorie qui ne voit pas ce que c'est que la culture. Cette théorie-là que je viens de développer, c'est une théorie qui revient à naturaliser les phénomènes humains. Alors, il y a un philosophe d'ailleurs qui le voit, hein, mais lui, il l'assume pleinement. C'est Auguste Comte, qui est l'un des inventeurs de la sociologie. Quand il parle de ça, ce qu'on appelait les sciences de l'esprit, lui, il parle de physique sociale. Ça, c'est pas mal comme formule. La sociologie, c'est une physique sociale. Vous savez, physis, en grec, ça veut dire nature. Hein. Donc la physique, c'est une étude de la nature. Le physicien étudie les phénomènes naturels. Plus précisément, il cherche les lois permettant d'expliquer les phénomènes naturels. C'est son boulot. C'est tout, hein. C'est beaucoup, mais c'est tout. Son boulot, c'est même pas de savoir d'où ça vient. Alors c'est ce que dit Auguste Comte, d'ailleurs, il remarque ça très bien. La science ne s'intéresse pas à l'origine des choses, ne s'intéresse pas à la destination des choses. Ce qui l'intéresse, ce sont les lois qui expliquent les phénomènes. Voilà, ce qu'il appelle les sciences positives, c'est ça. Science positive, hein, ça ne s'oppose pas à négative. Hein. Sous la plume d'Auguste Comte, positive s'oppose à métaphysique. Donc les sciences positives s'opposent à une métaphysique qui cherche dans des principes absolus, Dieu, la finalité de la nature et des choses comme ça, des raisons permettant d'expliquer le réel. Non, Auguste Comte dit, la science, pas ça, évidemment, elle a abandonné tout ça, donc Galilée, Newton, et alors on cherche des lois qui expliquent ce qu'on a sous les yeux. Elle n'est pas totalement étrangère à la religion, d'ailleurs, ces démarches, fait remarquer Auguste Comte, puisque le physicien cherche des lois, et chercher des lois, c'est chercher des règles invisibles permettant d'expliquer le visible. Donc c'est quand même l'invisible qui explique le visible. Bon, donc lorsque le religieux parle de Dieu qui explique la structure du réel, c'est une première manière d'aller vers quelque chose qui s'apparente à la science. Puis après, il y a la métaphysique. Alors, métaphysique, on a des principes absolus, Dieu, etc. Alors, pour Auguste Comte, là ça patauge. Là, parce que la métaphysique, prétendant être une science, alors elle, pour le coup, elle fait barrage, elle empêche. Vous voyez, la religion est moins un obstacle. Mais la métaphysique, ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout, mais c'est une étape en même temps. Hein. Mais elle doit être dépassée. D'ailleurs, elle est dépassée sous les yeux d'Auguste Comte lui-même. C'est penseur du 19e, c'est la science triomphante, c'est la technique triomphante. Elle est dépassée par des sciences qui expliquent les phénomènes naturels. Et la sociologie, si on la pense comme une physique sociale, elle explique les phénomènes humains comme des phénomènes naturels. Ils obéissent à des lois. Donc, le sociologue va chercher les lois permettant d'expliquer ce qu'on a sous les yeux dans la société. Donc là, alors pour nous, ça, pourquoi pas, hein, et je ne dis pas que le sociologue a tort, hein, on observe bien qu'il y a des déterminismes sociaux, ce serait insensé de dire le contraire. Mais oui, mais est-ce que quand on a dit ça, on a tout dit? C'est ça le problème. Est-ce que quand on a dit ça, on a tout dit? Parce que celui qui dit ça, lui, sa pensée, elle est un produit de l'existence sociale ou pas? Parce que si elle est un produit de l'existence sociale, elle n'est qu'une idéologie, donc c'est pas une science. C'est le paradoxe du menteur. Hein. Si un crétois dit tous les crétois sont menteurs, il ment. Voilà. Mais d'ailleurs, s'il ment, peut-être que tous les crétois ne sont pas menteurs. De sorte qu'alors, peut-être qu'il ne ment pas. Mais s'il ne ment pas, tous les crétois sont menteurs, donc il ment. On s'en sort pas. Donc, si la conscience est le fruit de l'existence sociale, la conscience de celui qui dit ça est le fruit de l'existence sociale. Donc la conscience de celui qui affirme que la conscience est déterminée par la société, n'est pas libre. Or, une pensée qui n'est pas libre n'a pas d'objectivité. Elle ne vaut que pour la société dans laquelle elle s'inscrit.
Une société A produit une pensée A, une société B une pensée B, une société C une pensée C, voilà. Une éducation A, bah, ça produira tel type de pensée, une éducation B, ça produira... Il y a quelque chose de rassurant presque là-dedans, vous voyez, vous avez une société qui souffre de la délinquance, on va régler le problème à l'école, vous faites, je sais pas moi, un cours de morale civique, et puis le problème est réglé. Vous savez, il faut les prendre tout petits, vous leur expliquer, ils vont comprendre, ça va rentrer, terminé. Puisque ça vient de dehors. Le problème, c'est que celui qui dit ça, lui, il faut bien qu'il soit cohérent. Enfin, en tout cas, là, moi, je suis un disciple de Socrate. Hein. Tu me parles, c'est bien parce que tu veux que je m'accorde avec toi. Je veux bien m'accorder avec toi, mais je te demande d'abord de t'accorder avec toi-même. Sinon, je fais autre chose. Il y a plein de trucs à faire dans la vie, c'est pour pas toucher dans les contradictions. Alors, comment je peux m'accorder avec moi-même quand je dis que la pensée est déterminée par l'existence sociale et que par conséquent elle n'est pas libre? Si dans le même temps je dis que ma pensée à moi, elle, n'est pas déterminée par l'existence sociale et peut s'élever à la liberté. Alors, évidemment les sociologues y ont pensé, hein. Et Durkheim, dans les règles de la méthode sociologique, envisage tous les principes permettant de s'extraire justement du déterminisme social en se méfiant des prénotions. Enfin, il y a tout un... Puis chez Marx, d'ailleurs, chez les marxistes aussi, beaucoup, c'est comment s'arracher à l'idéologie. Il y a toute une réflexion là-dessus. Alors après, il y a peut-être une solution, d'ailleurs, dans le marxisme, qui consisterait à dire il y a une nécessité historique qui produira une révolution. La révolution changera la base économique de la société, qui produira comme effet une modification des représentations. Pourquoi pas? Simplement, ça, c'est Hegel, c'est pas révolutionnaire. Parce que ça s'auto-réalise. Alors que si je suis révolutionnaire, je prétends, moi, produire un effet sur l'histoire. Bon, c'est pas mon objet, là, on va pas chercher... Alors, disons, un anti-marxiste dira c'est une contradiction, et puis un marxiste dira c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, une difficulté. Bon, en tout cas, peu importe qu'on adhère ou pas à la pensée de Marx, c'est pas important, là. Ce qui est important, c'est de voir que naturaliser l'éducation, c'est-à-dire, dans le fond, l'extraire du champ de la culture. C'est-à-dire, dans le fond, nier l'existence même d'une culture authentique. Dire que tout est nature, et que la culture elle-même est un phénomène naturel parmi les autres. Ça ne va pas sans difficulté. C'est tout, c'est ça qu'on repère. Ça ne va pas sans difficulté. Nature et culture, là, c'est nature. C'est tout. Après, il y a le mot, hein, éducation, culture. Enfin, si les pensées d'un enfant ne sont que l'effet en lui de causes externes, sa pensée est à l'éducation ce que la fumée est au feu. Voilà, c'est-à-dire un effet. Et la fumée, pas de fumée sans feu. Le feu produit de la fumée. Quand il y a de la fumée, c'est qu'il y a du feu. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas parce qu'on en a fait une bêtise sur le plan des questions des rumeurs. Moi, s'il y a une fumée chez moi, il y a un feu, enfin, faut faire attention. Hein. Non, moi, tout ça, c'est des bêtises. Non, si. S'il y a de la fumée, c'est qu'il y a quelque chose qui brûle quelque part. Hein. Donc, le feu produit de la fumée. Ou plutôt, quand il y a une fumée, nécessairement, elle est produite par quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a un rapport de causalité mécanique. C'est ça qu'on est en train de voyer. Une cause, le feu produit. C'est mécanique. Et vous voyez bien ici que dans ce type de raisonnement, la cause précède l'effet. Elle est avant et elle produit mécaniquement son effet qui lui succède. C'est pour ça que je parle de causalité mécanique. C'est pas une causalité métaphysique. Vous voyez, une causalité métaphysique, c'est une finalité. Je me promène pour être en bonne santé. La bonne santé elle viendra après la promenade. Donc la cause de ma promenade, c'est le futur, c'est pas le passé. Vous voyez, alors ça, c'est... Si je commence à raisonner comme ça y est, je suis parti, je fais du Hegel... Je vais même introduire peut-être la volonté de Dieu, et puis après, ça y est, je fais de la métaphysique. Voyez. Alors, mais si je raisonne, oui, je suis sorti de la science, mais si j'essaye de faire de l'homme l'objet d'une science, je dis non, mais moi je ne suis pas métaphysicien. Pas de finalité, pas de Dieu, il n'y a rien du tout, donc il reste une causalité mécanique. Voilà, la cause produit l'effet, qui devient la cause de l'effet suivant, qui devient la cause de l'effet suivant. Donc ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, c'est des apparitions dans le monde d'éléments qui, en réalité, viennent du monde. Voilà, tout vient du monde. Le discours que je tiens devant vous ce soir est un effet. Alors, le biologiste dirait de mon cerveau, le sociologue dirait de mon éducation, l'historien de mon époque, l'anthropologue de ma culture, voilà, tout ça. Mais ce sont mes pensées, là, ne seraient que des effets de causes externes. Ça viendrait de dehors. Ce serait donc, mes pensées seraient à ces causes ce que la fumée est au feu. Donc, il n'y a que de la nature. Et voilà, tout est nature. La culture elle-même, c'est la nature. Si on aime la nature, on est content. Bon, en général, quand on aime la nature, on ne pense pas à ça, hein, ceci étant dit. Hein. Non, quand on aime la nature, on aime bien, je sais pas, les forêts qui, bien souvent d'ailleurs, sont des fabrications de l'homme. Et si on essaie de se représenter la nature telle qu'on l'apercevait, je ne sais pas moi, dans
la culture du XVIIe siècle, on pensera au jardin à la française avec son ordre géométrique. Là, ça montre la nature pensée géométriquement, c'est-à-dire pensée dans le cadre de la physique de Galilée, par exemple. Donc là, le jardin à la française vous montre la nature dont parle la science. Donc la nature, c'est pas le fouillis des sensations, c'est l'ordre géométrique que le nôtre fait apparaître. Bon, là c'est le classicisme du XVIIe. Ce qu'on appelle nature spontanément, c'est pas ça. Vous voyez. Non, parce que si c'est ça, dans les centrales nucléaires, on est très près de la nature. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même une difficulté là à tout ramener à la nature. En tout cas, vous m'accorderez que ça se discute. Et si la culture possédait une réalité, comme réalité culturelle? Alors, c'est la voie qu'on va explorer maintenant. Alors, on va changer notre fusil d'épaule et on va reprendre la notion de culture, parce qu'en réalité, peut-être que vous l'avez remarqué, dans ce que j'ai dit, il n'y a pas vraiment d'analyse de la culture elle-même. Il y a une espèce de présupposé de départ, l'éducation, ça surajoute l'être social à l'individu, ça vient de la société, donc de la culture. Société, donc culture. Mais on l'a vu, après tout, la société est peut-être naturelle, les déterminismes sociaux le sont peut-être aussi, donc société, donc culture, ou alors à moins que culture, ça soit qu'une partie de la nature. Mais essayons quand même de bien penser la culture et de voir ce qui, en elle, pourrait être autre chose qu'un simple phénomène naturel ou qu'un ensemble de phénomènes naturels. Alors le mieux, me semble-t-il, quand on est confronté à une difficulté, pour bien penser à un objet, le mieux c'est on reprend tout. Il y a quelque chose au départ qui ne va pas, donc on revient à l'élémentaire. C'est-à-dire le plus simple. Vraiment, on l'avait sous les yeux, on n'y a pas pensé. La culture, c'est quoi d'abord? Mais d'abord, avant tout, l'éducation, la culture générale... Non, avant tout, c'est quoi? C'est l'agriculture. Culture, c'est d'abord l'agriculture. Un agriculteur cultive la terre. Voilà, ça, il faut partir du point de départ, le commencement le plus simple. Et regardons. Alors, ça moi, il me semble, pour philosopher, il faut apprendre à regarder. Les livres, c'est bien. Mais le réel, pour le philosophe, c'est mieux. Et les livres, c'est bien, à condition qu'ils éclairent le réel. Donc, il ne suffit pas d'aller regarder dans les livres. Il ne faut pas oublier d'aller se tourner vers le réel. Regardez. Enfin, tous les grands vous rappellent ça. Rousseau, Kant, Descartes, les grands, Platon. D'ailleurs, Platon, il vous dit quoi? Il vous dit le commencement de la science, avant tout ça chez Aristote, au début de sa métaphysique, le commencement de la science, c'est la vision. Parce que tu vois, ça y est, tu as un rapport au monde. Il y a quelque chose qui... Enfin, vous savez, tous les discours, Platon condamne le sensible, et lui, ce qu'il aime, c'est l'âme et pas le corps. Oui. Enfin, il faut regarder Platon d'un peu plus près, c'est plus compliqué. Platon, il vous dit quand même que tout commence par la vue, la vision est déjà porteuse d'un rapport au réel qu'on ne peut pas, comme ça, négliger. Commence par bien regarder, et puis après, tu vas commencer à réfléchir. D'ailleurs, dans l'éducation platonicienne, il y a des étapes. Ça passe par que nul n'entre ici sine géomètre. Donc arithmétique, géométrie, astronomie, etc. Puis après, tu peux commencer à philosopher. Et par exemple, l'astronomie, ça consiste à substituer aux points lumineux qu'on perçoit dans le ciel des rapports géométriques. Bah oui, enfin, si tu n'as pas vu qu'il y avait des points lumineux dans le ciel, tu vas rien substituer. Donc le rapport au réel, mais au réel empirique, il faut le prendre en considération. On revient à l'expérience, on regarde. L'agriculture, c'est d'abord l'agriculture. Un agriculteur cultive la terre, voilà. Et la question, on regarde et on se demande, il fait quoi? Alors, on ne va pas se demander ce qu'il fait précisément, c'est un travail d'agriculteur, moi j'y connais rien, c'est déjà une spécialité. Mais on peut se demander en quoi consiste son travail, quelle est la nature de son activité, puisque cette activité, elle va produire des effets dans le monde. Comment ça marche, cette histoire-là? Donc, je ne sais pas, si tu prends la procédure commune d'un agriculteur, pour dire les choses, il va labourer, après il va semer, puis après il va récolter. Voilà, pour dire les choses. S'il cultive du blé, il faut labourer la terre, un peu aérer tout ça. Ensuite, il va semer, et ensuite, il va récolter. Il aura compris, donc, assez rapidement qu'il ne récoltera le fruit de son travail qu'après une rotation complète de la terre autour du Soleil. Une bonne année, voilà, c'est ce qu'il faut. Vous voyez ? Vous imaginez bien que pour cultiver l'esprit, il faudra peut-être plusieurs rotations de la Terre autour du Soleil, parce qu'il va se passer des choses qui sont importantes à considérer. Bon. Alors qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors, ne rentrons pas dans le détail technique de son métier, qui n'est pas le nôtre, enfin en tout cas qui n'est pas le mien. Il y a peut-être dans la salle
des gens qui connaissent bien ce métier. L'agriculteur, donc, il laboure, il sème et il récolte. Question. L'agriculteur est-il la cause de la moisson? Est-il la cause de ce blé qu'il va pouvoir moissonner? Est-ce qu'il en est la cause? Alors, si je réponds oui, si je dis l'agriculteur cause le blé, les mêmes causes produisant les mêmes effets, cet agriculteur faisant le même travail dans un désert aride sur une terre infertile produira donc du blé. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas. Il n'est donc pas la cause. Ben non. Bon, au mieux, est-il la cause occasionnelle? À l'occasion du travail qu'il accomplit, se produit quelque chose qui va permettre de récolter du blé. Ben, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Non, mais je vous dis, il faut regarder. Moi, c'est ce que je vois. Je ne vois pas quelqu'un qui, par son activité quasiment magique, fait sortir des grains de blé, enfin des épis de blé dont il va ensuite extraire le grain pour... Non, il va faire des choses, mais la langue française vous dit tout. La langue française vous dit que le blé sort de terre. Le blé, il ne sort pas du corps de l'agriculteur, il ne sort pas de ce que ça, il sort de terre. Parce que si la terre n'est pas fertile, il pourra faire ce qu'il veut, il ne se passera rien. Il faut qu'elle soit suffisamment fertile. Donc, si je considère la terre, le blé dont je parle, il vient de dedans ou il vient de dehors? Si je considère la terre, il vient de dedans. À l'occasion du travail exercé par quelqu'un qui est dehors. Mais ça vient de dedans. Or, ça fait à peu près 30 minutes qu'on raisonne comme si l'éducation produisait des pensées qui venaient de dehors. Et comme s'il était impossible qu'une éducation produise des pensées venant de dedans. C'est comme ça qu'on a raisonné pendant 30 minutes. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas des systèmes d'endoctrinement qui ont pour finalité d'engendrer des pensées qui viennent de dehors. C'est d'ailleurs le principe même d'un système d'endoctrinement que de conduire, de contraindre un enfant puis un adulte à penser ce qu'on a envie qu'il pense. L'éducation, ça peut être de la propagande, c'est vrai. Ça peut produire des effets à l'intérieur qui viennent de dehors, on le sait bien. Ça peut être de l'endoctrinement, quoi. On endoctrine, on le sait. Mais si l'éducation relève de la culture, il faut la comparer non pas à un phénomène naturel qui est un enchaînement causal mécanique, il faut la comparer plutôt au travail de l'agriculteur qui, à l'occasion de son travail, révèle la récolte qui était déjà dans la terre potentiellement. Parce que et c'est ça la fertilité de la terre. Alors pareil, moi je ne suis pas un chimiste, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la fertilité, mais je vois bien, si je mobilise ici une distinction classique entre la puissance et l'acte. La puissance, c'est ce qui est potentiellement là, l'acte, c'est ce qui actualise ce qui était là potentiellement. Je vois bien que l'agriculteur actualise par son travail quelque chose qui était déjà là. Parce que si la moisson n'est pas déjà là potentiellement, il peut faire ce qu'il veut, ça ne poussera pas, c'est impossible. Donc le travail par son agriculteur réalise, fait surgir dans le réel quelque chose qui était déjà dans le réel, mais potentiellement, de sorte que si l'éducation est à l'esprit ce que l'agriculture est à la terre, les pensées qui surgissent de l'éducation viennent de dedans et non pas de dehors. Si tant est que ce soit une éducation qui relève de la culture, pas d'un phénomène naturel mécanique comme celui qu'on décrivait tout à l'heure. Alors là, je vous laisse méditer la chose. Parce que si on dit ça, ça change tout. Là, ça y est, on change de planète intellectuelle. Là, on a changé de monde. Donc, ça veut dire que l'élève a déjà tout en lui. Potentiellement. Et que ce qui va surgir, ce ne sera qu'une actualisation de ce qui était déjà là. Potentiellement. Et là, on a compris Socrate. Connais-toi toi-même. Évidemment, tout est là, puisque tout est dedans. Bien sûr qu'il faut s'ouvrir, je disais, il faut s'ouvrir au monde, il faut contempler, il faut apprendre à regarder. Alors, il se disait qu'il faut apprendre à s'étonner, il faut regarder les choses. Je parle de l'agriculteur, on le regarde faire, on s'interroge, on se questionne, vous voyez,
On regarde, on contemple la nature, etc. Mais les pensées qui viennent à l'occasion de ces contemplations, elles ne viendront pas de dehors. Elles ne viendront pas de dehors. Elles viendront de dedans. Platon, d'ailleurs, dit qu'il y a des expériences qui sont des mises en relation de son âme avec quelque chose qui révèlent vraiment ce qui est déjà là. La beauté, par exemple, dit Platon, rend fécond. La beauté rend fécond, il veut dire par là que, confrontée à la beauté, l'âme voit surgir en elle des pensées extraordinaires. C'est la beauté qui... Mais la beauté, c'est pas la cause qui va produire mécaniquement ce qui surgit dans l'âme. La beauté, c'est l'occasion qui va révéler ce dont l'âme était déjà porteuse. C'est pour ça que c'est pas mal d'apprendre à contempler des œuvres d'art. Mais non, c'est un système éducatif, donc considérer quand même que, enfin en tout cas s'il est républicain, que l'art, c'est quand même un des éléments de la culture qui mérite d'être pris en considération. Enfin, c'est pas... Puisqu'il se joue dans la contemplation des œuvres d'art quelque chose qui n'est pas étranger à l'actualisation de ce dont on est déjà porteur. On comprend alors ce qui fait qu'un élève est un élève. Parce qu'il s'élève. Un enfant, c'est un enfant. Mais un élève, c'est plus tout à fait un enfant. C'est encore un enfant, mais plus tout à fait, puisque c'est un enfant qui s'élève. Au passage, d'ailleurs, vous remarquez la contradiction qu'il y a à parler de parents d'élèves, d'ailleurs. Ça ne peut rien dire. Les parents n'ont pas des élèves, ils ont des enfants. Les instituteurs ont des élèves, les professeurs. Mais si on croit que les professeurs ont des enfants et que les parents ont des élèves, bon, il me semble qu'il y a une légère confusion, non seulement dans les termes, mais peut-être dans les esprits. D'ailleurs, c'est peut-être dans les mots que nous pensons, et la confusion... Mais elle est peut-être le signe de quelque chose, cette confusion. L'obsession de la figure du parent d'élève, c'est quand même troublant. Moi j'étais les deux, à la fois parent d'élève et professeur. J'ai jamais mélangé les deux. Il me semble que là, c'est comme, je sais pas, un général d'infanterie qui, à la maison, se comporterait comme un général d'infanterie. Vous voyez, bon, on peut le faire, je dis pas, je suis pas dans le secret des... Mais... Bon, savoir distinguer les rôles que l'on joue socialement, c'est pas mal aussi. Un enfant, c'est un enfant, voilà. Et un élève, c'est un élève. Alors, c'est encore un enfant, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en tant qu'élève, il se joue quelque chose dans le rapport au monde, à lui-même, aux autres, qu'on commence à comprendre. Il s'élève vers quoi ? Il s'élève vers lui-même. Puisqu'il s'agit de révéler ce dont l'âme est déjà porteuse, ou plutôt de révéler, d'actualiser, de rendre réel ce qui n'était que potentiel, de rendre effectif ce qui n'était que virtuel. Vous voyez ? Donc l'éducation, c'est quelque chose qui est de l'ordre du passage du possible au réel. Vous voyez, c'est ça. Et alors là, pour le coup, on est vraiment dans une culture. La figure de l'agriculteur, vous l'avez là. Je reprends la formule que j'ai proposée tout à l'heure. Si l'éducateur est, de ce point de vue-là, à l'esprit, ce que l'agriculteur est à la terre. Donc la terre ne donne le fruit ou le blé que parce qu'elle est fertile, l'esprit ne peut être éduqué que parce qu'il est fertile, c'est-à-dire quand il porte en lui des potentialités, des virtualités. Mais des virtualités qui, sans le travail à effectuer, resteraient des virtualités. Et la terre, vous ne la cultivez pas, elle reste en friche. L'esprit, vous ne l'éduquez pas, il reste en friche. Il est en friche. Voilà. Bon. En même temps, comme il est plongé dans l'être social, dont nous parlait les sociologues tout à l'heure, à juste titre, là, leur analyse est puissante, à ce moment-là, il va s'actualiser des choses en lui, mais des choses qui sont peut-être des soumissions à des choses qui viennent de partout, de l'extérieur, il va répéter mécaniquement. Ça doit être vrai, puisque tout le monde le dit, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, on commence à toucher du doigt quelque chose qui ressemble véritablement à une éducation, qui s'inscrit véritablement dans une culture. La question qui reste, c'est de savoir quand même si... Alors, ça s'oppose à la nature, ça ou pas ? Vous devez commencer à sentir que, bon, certainement pas. Mais bon, il faut qu'on regarde de plus près. Quand même, pour m'assurer que ce que je suis en train de dire soit bien clair, je vais vous proposer une métaphore qui reprend ça. En fait, vous avez vu que tout le raisonnement que je vous propose repose sur la distinction entre cause efficiente, mécanique, et cause occasionnelle, ou occasion. La cause efficiente ou mécanique produit son effet comme le feu produit la fumée. Bon. La cause occasionnelle, elle est l'occasion qui produit quelque chose, si on veut, mais enfin, c'est à l'occasion de sa présence ou de son intervention que se révèle quelque chose ou que s'actualise quelque chose, mais qui était déjà là en germe avant la présence de cette cause. Alors, je vais prendre une métaphore qui peut-être illustre ça, qui permet de préciser la chose. Regardez. Alors, je vais prendre une métaphore culinaire, ou plutôt relevant de l'art culinaire.
Bon, alors je suis pas cuisinier, hein, mais j'ai observé, en regardant attentivement, que pour faire une sauce ou pour réduire une sauce, on avait besoin d'une casserole. Et ça, il n'y a rien à faire. Hein. Vous faites la sauce, vous la mettez directement sur le feu, c'est pas possible. Hein. Vous dans vos mains, ça marche pas. Il vous faut quelque chose qui capte la chaleur et puis qui la transmette et puis qui fasse tout ce qu'il y a à faire. Hein. N'oubliez pas le couvercle, hein, parce que là. Non, mais je dis ça parce qu'il faut faire des économies, on nous expliquait qu'il fallait mettre un couvercle. Alors, on va mettre le couvercle. Bon. Mais, donc, la casserole est nécessaire à la fabrication de la sauce. On est d'accord. Mais est-ce que c'est la cause de la sauce? Non. Parce que dans la même casserole, vous pouvez faire des tas de choses, hein, des sauces réussies, ratées, etc. Donc, la casserole, c'est pas la cause, c'est le creuset. C'est la condition sans laquelle la sauce n'est pas possible. Mais c'est pas la cause mécanique. Bah sinon, il suffirait d'acheter une casserole et on serait un grand cuisinier. La chose serait réglée. Donc la casserole, c'est une condition nécessaire. Mais c'est pas suffisant. Ensuite, il faut en plus le savoir-faire de celui qui va utiliser l'ustensile, et puis une expérience. Un savoir-faire, d'ailleurs, tiré de l'expérience bien souvent, etc. Donc, la casserole n'est pas la cause mécanique, elle est le creuset ou l'ustensile nécessaire, ou la condition, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà la métaphore que je vous propose. Si la culture est à la conscience ce que la casserole est à la popote, la culture n'est pas ce qui détermine la conscience de l'extérieur. La conscience n'est pas purement et simplement le fruit de l'existence sociale. Mais attention, il n'y a pas de conscience sans existence sociale dans ce raisonnement. Évidemment. Ah, s'il n'y a pas de casserole, il n'y a pas de sauce. Pas de société, pas de conscience. Et pourtant, la société n'est pas une cause, mais une condition de la conscience. Si on suit ce raisonnement. Si on suit ce raisonnement. Alors après, on discute toujours, hein, mais on ne dit pas, ça y est, on a trouvé... Malgré tout, ça permet de faire surgir un problème, quoi. Les pensées mécanistes, peut-être, sont un peu réductrices. Vous voyez, peut-être que c'est une manière aussi de se rassurer, on a réglé le problème, les faits de conscience, c'est des effets mécaniques d'une réalité naturelle devenue sociale. Bon, puis on a réglé le problème, on passe à autre chose. Bon, après, on se heurte à un autre problème. Moi qui dis ça, comment je fais pour m'extraire de ce que je viens de dire? Bon, d'accord, il y avait ça. Mais mon objection, là, ne réfutait pas l'idée. Après tout, ça n'empêche pas que peut-être la conscience est le fruit de l'existence sociale. Il y a quelque chose de rassurant, parce que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on a une tête, ça marche bien. On a envie de dire, si vous voulez, premièrement, on a envie de dire, bon, on a tout dit. Voilà, la conscience, c'est un effet, la culture, c'est la cause, puis le problème est réglé. Donc tu veux une société meilleure, bah, tu prends une éducation meilleure, et puis elle produira mécaniquement des effets meilleurs. Mais non. Si l'homme porte en lui quelque chose qui est de l'ordre d'une virtualité, qui s'actualise dans la culture, et qui donc se réalise dans telle ou telle éducation, alors il va se produire quelque chose que tu ne peux pas déduire simplement du processus éducatif lui-même. Il va se produire quelque chose qui va t'échapper. Potentiellement. Ah oui, cultiver un être humain, c'est prendre un risque. Alors, regardez, article 1 de la Grande Déclaration. Les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit. Magnifique. À un moment donné, les politiques savaient écrire. Hein, ça. Belle formule, elle est reprise de la première phrase du chapitre 1 du livre 1 du contrat social, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Donc il est né libre, mais partout il y a des esclaves. Comment ce changement s'est-il fait, je l'ignore, mais j'ai quelques idées sur la manière d'améliorer les choses. C'est le point de départ du contrat social, ça. Et la Grande Déclaration reprend une formule qui ressemble à ça, mais elle est vraiment bien écrite. Hein. Les hommes naissent et demeurent libres égaux. Et d'ailleurs, vous remarquez que bien souvent, quand on la cite, on oublie demeure. On dit les hommes naissent libres égaux en droit. Puis alors demeure, ça saute. Bon. Alors qu'en fait, non. C'est demeure. Non, ils naissent, non, parce que les hommes naissent libres, mais ça, oui, on peut l'admettre, ça, c'est pas... Enfin, ils naissent libres, puis après ils deviennent esclaves, et puis voilà, puis il y a des esclaves, voilà, puis on passe à autre chose, puis la vie continue. Bon, non, la Grande Déclaration ne dit pas ça. Ils naissent et ils demeurent. Alors, ils demeurent, oui, mais il est esclave. Eh ben, il demeure quand même libre. Mais alors, comment ça, il demeure libre? Il est asservi, oui, il est libre en droit. Les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit. Oui, mais égaux, ils sont tous différents. Oui, mais égaux, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pareils. Égaux, ça veut dire qu'ils sont tous également libres. Donc, les naissent et demeurent libres et libres. Liberté, égalité, fraternité, c'est ça en fait. Hein. Liberté, c'est ce dont on parle. Égalité égale liberté. La fraternité, c'est la réunion, comme dans une fratrie, de personnes qui ont quelque chose en commun. Et la seule chose qu'on ait en commun, c'est la liberté. Donc, liberté, égalité, fraternité, vous traduisez liberté, liberté, liberté.
Voilà, ça clarifie les choses. Simplement, c'est 3 modalités du rapport à la liberté. Donc, les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit. Donc, ils le demeurent. Donc, ça veut dire qu'en deçà du changement, en deçà de tous les changements qu'on observe chez l'homme, il y a quelque chose qui ne change pas. Puis il y a quelque chose qui demeure. Je prends un triangle. Il est grand, il est petit, il est rouge, il est vert, il est isocèle, il est rectangle, il est équilatéral. Bon, tout ça, ça peut changer. Enfin, il a toujours 3 côtés. Ça ne changera pas. Sinon, c'est pas un triangle. Donc, les triangles ont, dès le départ, et demeurent des figures à 3 côtés. Voilà. Et 3 côtés, c'est ce qui demeure, c'est-à-dire ce qui définit le triangle, c'est-à-dire ce qui fait qu'un triangle est un triangle, ou encore ce qui fait qu'un triangle n'est pas autre chose qu'un triangle. C'est ça la nature d'un être. Ce qui fait qu'il n'est pas autre chose que ce qu'il est. C'est ce qui permet de le distinguer des autres êtres. Vous voyez, si je dis un triangle, c'est une figure géométrique, c'est vrai, mais un cercle aussi. Donc quand j'ai dit figure géométrique, je n'ai pas du tout dit ce qu'était un triangle. J'en ai pas dit assez. Si je dis un triangle qui est une figure géométrique à 3 côtés égaux, là j'en ai trop dit, là, parce que égaux, là, c'est les triangles équilatéraux, donc ils ne sont pas tous. Et le triangle rectangle, ça ne marche pas. Donc la seule chose qui marche, c'est une figure à 3 côtés, point. Platon, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Il était inscrit sur le fronton de l'Académie, on comprend pourquoi. Parce qu'ici, dire que les hommes naissent et demeurent libres égaux, c'est dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui demeure en l'homme. C'est pas quelque chose qui relève de son... Dans le corps, tout change. Le corps que j'ai aujourd'hui, c'est pas le corps que j'avais quand je suis venu au monde, et c'est pas le corps que j'aurai plus tard quand je serai un noble vieillard, enfin, si la nature me prête vie assez longtemps. Donc, et d'ailleurs, le corps que j'ai là n'est plus tout à fait le corps que j'avais au début de cette conférence, c'est pas tout à fait le corps qui sera à la fin, mais comme c'est insensible, je vis dans l'illusion que c'est quand même stable. Mais on a tous fait l'expérience d'un jour de dire, d'un coup, on réalise que c'est pas... oui, c'est pas stable. D'ailleurs, il y a des choses qui nous le rappellent, vous savez, c'est la douleur, enfin, des choses comme ça. C'est j'avais pas cette douleur avant, des trucs comme ça. Vous voyez, c'est Oscar Wilde. Si tu travailles et que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Ça, donc, l'expérience de la douleur nous rappelle ces changements qui... Alors, là, j'évoque le changement de la vie qui avance, mais un enfant devenu adolescent a déjà vécu ça de manière absolument extraordinaire. C'est une modification du corps, il le sait bien, voilà. Il y a un monde qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Il n'en sait rien du tout. Déjà, il n'a pas encore réglé les problèmes du rapport à son propre corps. On est déjà en train de le projeter dans 1000 ans. Bon. Donc, rien dans notre corps n'est stable. Tout change. Donc, si on dit que les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit, on parle donc d'une qualité qui, en l'homme, n'est pas une qualité corporelle. Il y a quelque chose qui demeure. C'est une thèse, c'est une position, c'est une affirmation philosophique. Cette qualité dont on parle, la liberté, puisque c'est pas physique, ça veut dire que c'est métaphysique. Donc la République repose sur une anthropologie, une thèse qui porte sur la nature de l'homme. Et une thèse qui dit, ce qui définit l'homme, c'est la liberté. C'est pas le fait qu'il soit simplement structuré socialement. Mais oui, aussi, ça, on est d'accord, ça existe. Et puis on ne dit pas le contraire. Évidemment que la société nous forge, nous façonne, etc. Mais si nous naissons tous libres et égaux et nous demeurons libres et égaux en droit, alors ça veut dire qu'en deçà de toutes les structurations apportées en nous par la société, en deçà de tous les faits sociaux qui vont nous déterminer, il y a déjà en nous une qualité métaphysique, la liberté. Ah oui, mais on n'est pas libre dans les faits, ça saurait, il y a des inégalités, tout ça. Oui, nous sommes libres en droit, mais pas en fait. Donc, nous sommes porteurs d'une potentialité. La liberté, c'est une potentialité qui doit donc être cultivée. Et oui, puisque c'est une potentialité. Il va falloir la réaliser, il va falloir l'actualiser, il va falloir la faire surgir dans le monde. Voilà le boulot de la République. Ton boulot, c'est de faire surgir la liberté dans le monde. C'est pas simplement... c'est bien aussi, il faut que tu garantisses la sécurité, tout ça c'est important, c'est la condition, on est bien d'accord. Mais le but, c'est la liberté. Enfin, en tout cas, si tu es fidèle à tes principes. Oui, je m'adresse à la République comme une personne. Si tu me dis que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, donc tu me dis que tout ce que tu fais a pour finalité l'actualisation de la liberté comme potentialité proprement humaine, c'est-à-dire comme potentialité naturelle de l'homme. Ce qui signifie qu'une culture authentique de l'homme, c'est-à-dire une culture de la liberté, ne fait pas violence à la nature.
Au contraire, elle actualise quelque chose, puisque les hommes naissent libres. C'est naturel. Vous voyez, ça, c'est... Dans le XVIIIe siècle, il faut dire ce qui est, ça décoiffe. C'est-à-dire que là, vraiment, vous savez, c'est une pensée révolutionnaire. Si vous voulez... La révolution, c'est pas simplement on n'est pas d'accord, on rentre dans Versailles, on casse la boutique et puis on veut plus payer d'impôts. C'était ça beaucoup, hein. Mais il y a autre chose qui s'est joué aussi. Ce qui s'est joué aussi, c'est une affirmation radicale concernant la nature de l'homme et la destination de l'homme dans le cadre de la République. Ça change tout. Vous voyez, c'est pas t'es là pour, je sais pas, pour être content. Alors c'est bien d'être heureux. Hein, je dis, le républicain, il ne condamne pas le bonheur, hein, c'est pas ça. Mais la destination de l'homme, ici, c'est la liberté. Voilà, t'es fait pour la liberté. C'est ta nature. Oui, mais en droit, ah oui, ben justement, il va falloir que j'organise un système qui permettra d'actualiser cette potentialité. Cette potentialité actualisée, elle n'était pas là, elle sera là dans les faits. Elle sera donc instituée. Il faudra donc des institutions. Et il faudra donc des instituteurs. Parce que s'il n'y a pas d'instituteurs, on n'institue rien. Eh oui. Alors c'est bien, on a supprimé le titre d'instituteur. Le réformateur qui a eu cette idée absolument géniale a considéré que le mot, finalement, avait peu d'importance. Bon, pas besoin de donner de nom, mais enfin, le même, considérant que les mots, c'était essentiel, il fallait faire attention. Mais celui-là, non. Non, instituteur, ça comptait pas. Bon, ceci étant dit, les représentations communes continuent de parler des instituteurs. Parce que confusément, si vous voulez, chacun sent bien qu'il se joue quelque chose au commencement de l'éducation qui est une institution. Instituer, c'est quoi? D'abord, l'institution relève de la culture. Hein, mais instituer, c'est produire quelque chose qui est humain, et c'est produire quelque chose qui s'installe dans une durée. Une institution qui ne dure pas, c'est pas une institution. Donc, l'instituteur produit un effet. Enfin, plutôt, il est l'occasion, moi-même je prends les pieds dans le tapis, il est l'occasion qui actualise quelque chose dans l'esprit de son élève, qui, une fois que ça a surgi, ne revient plus en arrière. C'est institué. Il y a un pari, hein, la République c'est un pari. On ne devient pas républicain parce qu'on a imposé des idées républicaines. On devient républicain parce qu'on a cultivé en soi la liberté. Et on est porté par soi-même vers la République. Il n'y a pas d'enseignement républicain qui impose l'idée républicaine. Non, mais je vous laisse méditer la chose. Et là, vous venez de comprendre comment le programme de philosophie était constitué dans l'école de la République. Ça n'est pas un programme d'auteur, ça n'est pas un programme de thèse, c'est un programme de notions et d'auteurs. Il y a aussi des auteurs, mais des auteurs et des notions, ça veut dire des champs de problèmes. Le professeur de philosophie n'a pas à enseigner des doctrines. D'ailleurs, la laïcité l'interdirait. On n'a pas le droit d'enseigner la philosophie dans l'école. Hein. Ni la philosophie, ni la religion. Donc on n'apprend pas la philosophie. On apprend à philosopher. Et à partir de là, vas-y. Mais c'est un pari. Vous voyez, là, il y a un pari républicain. Hein. C'est que si on actualise cette potentialité qui est la liberté, alors aussi bien son cœur que son âme portent vers la République. C'est comme ça que ça marche. C'est ça l'idée. Tu vas être porté. Donc, tu ne vas pas le faire parce que je t'ai dit de le faire. Tu vas le faire parce que tu vas le découvrir en toi. C'est Socrate, quoi. Connais-toi toi-même. Tu vas le trouver en toi. Mais bon, il y a un peu de boulot. Il faut actualiser la chose. Alors, là, ce que je dis, là, vous avez un principe, mais je voudrais qu'on l'illustre maintenant avec quelque chose qui avec un peu de matériaux qu'on va regarder ensemble. Une illustration de ça, parce que la question devient, bon d'accord, mais comment on fait pour actualiser cette potentialité de l'âme qui est la liberté? La liberté d'ailleurs dans un premier temps, qui est la liberté, vous l'avez compris, de penser, puisque dans l'école de la République, on cultive quelque chose qui est un exercice de la pensée. D'ailleurs, c'est ce qui définit les programmes de philosophie en France, hein, la culture de l'exercice libre du jugement. On cultive l'exercice libre d'un jugement. On n'apprend pas à dépenser, on apprend à penser. Puis on se nourrit de pensée, quand on apprend à penser. Mais le but du jeu, sinon on fait un QCM, Socrate a dit quoi, machin a dit quoi, et voilà, tu réponds aux questions, on passe à autre chose. Hein. L'art de la dissertation n'est rien d'autre qu'une manière de mettre en situation de n'avoir pas à répéter mécaniquement des doctrines, mais avoir à poser un problème, à instruire ce problème de manière telle qu'on soit responsable de ce qu'on écrit. C'est toi qui écris, hein, c'est pas... Ne te cache pas derrière des cartes, c'est toi qui écris. Hein. Alors, bon, la philosophie d'une initiation, hein, au lycée, mais même en prépa, hein, ça reste une initiation, donc on ne va pas te demander... tu as fait 1 an de piano, tu ne vas pas composer un prélude de Bach, hein, ou un équivalent d'un prélude de Bach. Enfin, 1 an de piano un peu bien mené, tu commences à faire des petites choses quand même. Donc, vous voyez, on attend quelque chose comme ça. Donc, la question quand même, malgré tout, c'est comment on fait, comment on cultive ça?
Comment on cultive la liberté dans l'esprit? Comment on fait? Alors, j'ai entre les mains un petit livre que j'ai trouvé chez un bouquiniste qui vendait des vieux livres. Alors, je suis tombé dessus, j'ai jeté un coup d'œil là-dessus. Alors, c'est un petit livre qui date du début du XXe siècle et qui était un manuel à destination des élèves et des instituteurs d'école primaire, donc d'instituteurs à l'école primaire, et plus précisément, il s'agit d'un cours élémentaire. Donc on est vraiment au début, cours élémentaire, quoi. C'est le commencement. Bon, alors, ne vous y trompez pas, hein, je ne suis pas nostalgique, avant c'était extraordinaire, maintenant tout fiche le camp, c'est pas vrai. En plus, c'est faux ces trucs, parce qu'à l'époque où ça c'était écrit, la plupart des petits Français ne parlent pas le français, en fait. Il y a des tas de langues, enfin, c'est très complexe, le français s'est imposé. Aujourd'hui, même un élève d'un milieu défavorisé dans un collège difficile parle un français plus correct, hein, très mal fichu souvent, mais malgré tout, bien plus correct que ce que pouvait parler quelqu'un qui n'avait jamais rencontré la langue française. Donc, c'est pas une question de niveau, je parle pas de ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis pas en train de vous faire un truc, vive la troisième rep, tout fiche le camp, c'était mieux avant, c'est pas ça du tout, mais vraiment, hein. Bon, si jamais ça passe sur YouTube, ce truc, parce que si on y avait à extraire, ça y est, c'est des réacs. Non, c'est pas ça. Non, c'est vraiment intéressant à regarder au regard de ce qu'on vient de voir. Donc, notre question, c'est... Une éducation digne de ce nom ne s'oppose pas à la nature, puisqu'une éducation de cette nature cultive, c'est-à-dire actualise des potentialités qui sont déjà en l'âme humaine, plus précisément en l'âme de ce jeune enfant qui, rencontrant un instituteur, va voir s'éveiller en lui quelque chose qui, d'une certaine manière, était déjà là. Donc le précepte socratique est sur le fronton de l'école, même si on ne le lit pas bien, mais enfin il est là, connais-toi toi-même. Alors ça, c'est un manuel donc qui a été écrit par deux instituteurs, enfin deux anciens instituteurs. Alors je les cite, hein, il y a un collègue remarquable qui s'appelle Lalanne pour le premier et Bidault le deuxième. Lalanne et Bidault. Ça date donc du début du XXe siècle. Ils ont publié ça à la Bibliothèque d'éducation, fondée par les instituteurs français. À l'époque, les instituteurs avaient des maisons d'édition, publiaient de très beaux livres. Et alors, Lalanne et Bidault, alors ces deux instituteurs, l'un est devenu inspecteur de l'éducation nationale, l'autre est devenu professeur à l'école normale, puisqu'on formait les instituteurs dans des écoles normales. Maintenant, on les forme dans des SP ou des UFM. Enfin, bon. Non, mais j'ironise un peu, simplement, c'est pas ce qu'on y fait, mais YUMF, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, ou SP, bon, école normale. Normale, ça veut pas dire la norme au sens de la moyenne observable. La norme, c'est le devoir-être. C'est l'école qui apprend l'idéal. Voilà ce que doit être une éducation. Après, dans les faits, c'est jamais ça, on sait bien. Mais il faut quand même se représenter l'idéal. Alors, donc un qui est inspecteur, et puis l'autre qui est un instituteur devenu professeur de sciences d'école normale. Ils ont leur titre et tout, on sent que... Et alors, on a une préface. Je lis quelques phrases, parce que, en plus c'est écrit, c'est remarquable. Après le cours moyen et supérieur des écoles urbaines et notre agriculture et sciences à l'usage du cours moyen des écoles rurales, voici le cours élémentaire des sciences pour toutes les écoles. Déjà, les gars, ils ont une certaine vision de ce qu'ils font. Après notre cours moyen et supérieur des écoles urbaines et notre agriculture et sciences à l'usage des cours moyens des écoles rurales, voici à présent notre cours élémentaire des sciences pour toutes les écoles. Bon, on a affaire à des gens qui ont une assez haute idée de ce qu'ils font. Mais après, d'accord, ça ne suffit pas. On peut avoir une haute idée de ce qu'on fait, qu'on fait des bêtises. Hein. Bon, ils devaient certainement faire des bêtises. Hein. D'ailleurs, qui n'en fait pas? Mais enfin, ils disent des choses qui méritent qu'on s'y arrête un instant. Un bien petit livre, certes, et cependant un livre qui nous a demandé beaucoup de travail pour la mise au point. Alors, pour l'avoir lu de très près, oui, on sent qu'ils ont bossé. Hein. Alors, regardez ça, la description. Les instituteurs savent combien il est difficile de parler science à l'école primaire, et surtout au cours élémentaire. On a beau se faire petit. On se fait petit. Vous voyez? Un enfant devient un élève. Ça reste malgré tout un enfant. Tu t'adresses à des élèves qui sont encore des enfants. Donc, tu te fais petit. Tu commences pas, c'est moi le patron, tu comprends rien... Donc, on a beau se faire petit, n'employer que des termes simples, éclairer le texte ou la leçon d'images choisies et parlantes, l'enfant voit souvent à côté et autrement. Non, mais c'est moi, moi, je suis professeur, je peux vous dire. Mais même, et regardez comme c'est dit, c'est pas dit, ils comprennent pas. Non. C'est même presque encourageant. Vous voyez. Moi qui suis professeur, je peux vous dire, vous dites quelque chose une fois. Est-ce qu'on est d'accord?
Oui, dit la classe. Une deuxième fois. Oui, dit la classe. Premier paquet de copies, ils ne sont pas d'accord. Alors on pourrait dire, je m'y suis mal pris, c'est des imbéciles. Pas du tout. Pas du tout. Un être humain, ça ne se laisse pas faire. Ça résiste. Tout petit déjà, ça pense volontiers à côté. Et autrement. Vous voyez, ça pourrait même... moi, je pense que les tyrans devraient lire ça. Fais attention. Tu crois qu'ils sont soumis. Fais attention. Ça peut surgir de n'importe où, à n'importe quel moment. Ils seront à côté et autrement que tu le souhaites. Oui, mais j'ai des copains, parce que moi, j'ai mes tyrans à côté, ils sont des copains. Fais attention. Hein, Platon, le sage a pour ennemi le tyran, mais il a pour ami le sage. Le tyran a pour ennemi le sage, mais il a pour ennemi le tyran. Donc, t'es tout seul. Face à ça, face aux humains. Ils vont penser à côté autrement. Tu crois, tu vas les endoctriner, tu vas faire mais paquet. Tu ne sais pas ce qui peut surgir. Moi, je ne sais pas, en plus, c'est d'actualité. Qui aurait dit il y a quelques semaines ce qui est en train de se passer? Je ne sais pas ce qui va se passer, on n'en sait rien, mais quand même, ça laisse pantois. Ça laisse pantois. C'est-à-dire, il y a des moments où quelque chose ressemble au surgissement de la liberté dans le monde. Et ça, c'est dit, il y a une puissance de l'homme parfois, d'où ça sort, quoi. C'est imprévisible. Sinon, les phénomènes humains, on les prédirait comme on prédit une éclipse. On ne peut pas prédire une guerre, on ne peut pas prédire une crise économique, on ne peut pas prédire, parce qu'en fait, les phénomènes sociaux sont ou bien si complexes qu'on n'y arrive pas, et à ce moment-là, tout n'est que phénomène naturel, ou bien il arrive que les phénomènes sociaux ne soient rien d'autre que des manifestations de quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire de la liberté. L'enfant voit souvent à côté autrement. Son raisonnement n'est pas le nôtre. Il brode de tout. Alors, il brode de toutes pièces, avec une imagination débordante. Toujours personnelle, hein. Vous voyez, il a une spontanéité. On ne parle pas d'idéologie, il invente des trucs, il fait des combinaisons inattendues. On lui avait dit que ça se combinait comme ça, lui il combine autrement. Et ça produit des effets qui peuvent laisser l'instituteur pantois. D'une telle fécondité et d'une originalité si extraordinaire, et parfois si extravagante, quand même. L'instituteur dit, bon d'accord, c'est un peu extravagant ton truc, qu'il est peu de personnes qui condescendent. Nous ne nous faisons donc point d'illusions sur la juste valeur de l'enseignement scientifique au cours élémentaire. Quoi qu'il en soit, ce qui importe, c'est de ne donner aux jeunes enfants que des notions très élémentaires et très exactes. Élémentaires et très exactes. L'élémentarité, l'exactitude. Alors là, on va s'arrêter là-dessus. Notre question, c'est comment on fait pour cultiver la liberté. C'est ça notre question. Si notre métaphore agricole nous permet de dégager quelques traits de l'âme humaine, il se peut, on est prudent, j'en sais rien au fond, mais en tout cas il se peut qu'une éducation digne de ce nom ne fasse que révéler ou actualiser ou rendre effectif quelque chose qui était déjà là, et ce quelque chose, on a dit, c'est la liberté. Alors comment on fait? Par quelle voie? Un agriculteur, lui, il a un procédé. S'il fait n'importe quoi, la terre a beau être fertile, ça ne poussera pas non plus. Donc l'instituteur, ou le maître, s'il fait n'importe quoi, la liberté, elle ne rentrera pas dans le monde. Alors comment il fait? Vous avez l'indication là. Il est élémentaire. Il est élémentaire. Alors maintenant, regardons un peu la structure de l'ouvrage. Bon, ça c'est l'introduction, la préface. Ça ne s'adresse pas à l'élève, ça s'adresse aux instituteurs. Alors après, il y a le manuel pour les élèves. Structure de l'ouvrage. Première partie, l'homme. Connais-toi toi-même. On va commencer par le commencement. Deuxième partie, les animaux. T'es pas tout seul. Alors après, il y a tout, hein. Alors ça va, les animaux qui volent, les animaux qui nagent, vous voyez, il y a tout. Les chiens, les chats. Alors les chiens, honte à celui qui fait du mal à un chien. Le chat, alors lui, il griffe la main de celui qui l'a nourri. Bon, on en a besoin, hein, parce qu'il dans la ferme, il va chasser les rats, tout ça. Alors c'est drôle, parce que le rapport à l'animal, bon, là, il s'est passé quelque chose. Hein. Bon, mais les chiens, eux, hein, honte à celui qui détruit un nid aussi. Hein. Les oiseaux, on les respecte. Hein. On commence pas à faire du mal aux oiseaux, hein, c'est pas bon signe. Hein. Donc les animaux, donc première partie l'homme, puis les animaux, ensuite les végétaux.
Donc on va regarder comment c'est fait. Alors les végétaux, alors on va retrouver tous les éléments d'ailleurs de l'agriculture. Au passage d'ailleurs, avec l'homme, vous avez le corps, puis l'éducation de l'homme, l'hygiénisme, comment on lave son corps, tout y est, quoi. Évidemment, c'est pour les petits, hein, c'est pour les tout petits. Hein. Donc d'abord, l'homme c'est ça, les animaux c'est ça. Alors moi j'ai un point commun avec eux, hein, mais quand même, notre corps est une œuvre merveilleuse. C'est magnifique. Notre corps est une œuvre merveilleuse, c'est une œuvre. Donc si c'est une œuvre, c'est comme une œuvre d'art, vous voyez. Donc il y a peut-être un artiste. Alors, ça peut être Dieu, mais ça peut être la nature. Ah non, mais école de la République. Tu ne dois rien dire qui puisse choquer la conscience d'un élève ou d'un parent. Voilà. Le petit, il se fera son idée. Enfin, c'est une œuvre. Ce qui est quand même une manière de dire qu'il y a de la métaphysique dans tout ça, hein. D'emblée, hein, quand même. Donc, les chiens de garde, hein, c'est idéaliste. Là, on voit bien, hein, la Nizan, parce que Nizan, c'est un enfant de ça. Hein. Il a été formé par ça. Alors ensuite, la tête contient le cerveau, enfin oui, tout ça. Donc ça, c'est l'homme, les animaux, les végétaux. Ensuite, chapitre 4, quatrième partie, la Terre et le monde. Alors là, on est parti dans le cosmos. Donc tu pars de toi, de ton expérience, tu pars de toi. Ensuite, tu regardes autour de toi. Tu vois des animaux, tu vois des plantes, tu vois la Terre, tu lèves les yeux, tu vois le cosmos. Et là, vous avez une théorie du cosmos qui est proposée. Avec des éléments, c'était l'élémentaire. Des éléments d'astronomie, voyez, des éléments, avec des petites expériences de physique, d'ailleurs, ici ou là, qui sont décrites, avec des dessins, vous voyez, on voit que... Alors, il y a tout, hein, la houille, le charbon, Donc, la structure est lumineuse, vous voyez, on arrive à la fin, le monde. Mais regardez la dernière phrase, comment ça se termine, la fin. Alors, il faut que l'incite, il suive le rythme, hein, parce que une année, c'est court, hein. Il y a 28 semaines de cours, là, il faut y aller. Hein. C'est quand même dense. Hein. Mais c'est élémentaire, hein. Ce sont que des éléments. Et alors, ça se termine comme ça. Je vais retrouver là. Voilà. On a regardé l'homme, on a regardé les animaux, on a regardé les plantes, on a regardé la Terre, ce qu'on peut en voir, on a levé les yeux au ciel, on a regardé le cosmos, on a pris conscience que, et ça se termine, petitesse et grandeur de l'homme. Par rapport au soleil et aux étoiles, la Terre n'a pas plus d'importance qu'un grain de sable dans un tas de sable. L'homme est donc un point dans l'univers. Et cependant, l'homme y tient une grande place, puisqu'il est le seul être qui pense et réfléchisse, le seul qu'il puisse s'instruire et devenir meilleur. Alors déjà, regardez la qualité de la langue. Hein. Ensuite, ça, c'est Pascal. C'est Pascal. L'homme n'est qu'un point, infiniment petit, perdu dans l'infiniment grand. Petitesse et grandeur de l'homme, grandeur et misère de l'homme, misère et grandeur de l'homme, c'est Pascal. Tu n'es rien, mais tu le sais. Donc, ta misère, c'est d'être un point infiniment petit, perdu dans l'infiniment grand. Ta grandeur, c'est d'avoir conscience de ça. Donc, il y a quelque chose qui t'élève au-dessus de toi-même, qui est la conscience d'être cet être mortel, finalement perdu, englouti, noyé dans l'infiniment grand. Vous avez ces textes magnifiques de Pascal dans les pensées sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, ça, il faut les relire. Moi, je les relis sans cesse, c'est absolument magnifique. C'est une langue qui n'a pas vieilli du tout, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Par l'espace, l'univers me comprend, il m'engloutit comme un point. Regardez, ça y est, par l'espace, l'univers me comprend. Donc, n'a pas plus d'importance qu'un grain de sable dans un tas de sable. L'homme est donc un point dans l'univers. Par l'espace, l'univers me comprend, il m'engloutit comme un point. Mais par la pensée, je le comprends. Et cependant, l'homme y tient une grande place. Pourquoi ? Puisqu'il est le seul être qui pense, réfléchisse. Le seul qui puisse s'instruire et devenir meilleur. Autrement dit, parce qu'il est... Vous voyez, alors on peut dire, oui, mais il dit ça, mais peut-être que les animaux pensent tout ça. Mais peut-être, c'est pas ça qu'il dit. Il parle pas de ça. Ils peuvent devenir meilleurs. Autrement dit, ils sont libres. C'est pas une question de pensée. Bien sûr que les animaux pensent. Et si par pensée, on entend des représentations, le chien rêve, il pense, évidemment, c'est pas le problème. C'est pas ça la question. La question, c'est la liberté. Peut-être que les animaux sont libres, mais peut-être. Enfin, le problème des animaux, c'est leur corps. Vous voyez, c'est que le corps de l'animal, c'est quand même un corps très spécialisé, malgré tout. Le corps de l'araignée est très bien conçu pour faire des toiles. Mais une araignée qui voudrait, je sais pas moi, devenir championne de handball, elle n'est pas équipée pour. Donc ça veut dire que son corps est une entrave à la liberté. Voilà, c'est ça qu'on dit. Alors peut-être qu'elle est libre, j'en sais rien, mais alors si elle est libre, son corps, c'est un cauchemar. C'est terrifiant. C'est kafkaïen, quoi. Elle est dans un corps qui entrave
voyez, cette conscience qui... Donc on espère pour elle qu'elle n'obéit qu'à un instinct, d'ailleurs, une force naturelle inconsciente, on l'espère, parce qu'au moins elle est en harmonie avec elle-même, la nature, etc. Donc cet instituteur, il parle de la liberté, c'est ça, non? Il va pas dire aux petits, les hommes naissent et demeurent, libres demeurent, c'est l'essence de l'homme, c'est pas élémentaire, ça. L'élémentaire, c'est, regarde, t'es perdu dans le monde, regarde bien, t'es rien, t'es petit. Et en plus, il est petit, comme tout homme, mais lui, c'est un petit, encore plus petit que les adultes. Bon, eh ben, t'as une grandeur. Voilà. Et pour cette raison, je te respecte. Mais pour cette raison, je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Parce qu'il y a des choses dans ton âme qui doivent être cultivées. Parce que si elles ne sont pas cultivées, tu vas rester en friche. Et donc, tu seras homme, égaux à tous les autres, ce n'est pas le problème. Mais tu n'auras pas actualisé ta nature. Tu ne seras pas parvenu à toi-même. Vous voyez, il faut que tu parviennes à toi-même. Et ça va être un peu de boulot. Il va falloir un petit peu s'accrocher. Donc, ça veut dire qu'il y a là du Pascal, il y a là Rousseau, parce que ce que j'ai... Alors, on en reparlera plus loin, mais là, Rousseau est celui qui dit, c'est ça qui définit l'homme, c'est la perfectibilité, c'est-à-dire la capacité qu'il a de devenir autre chose que ce qu'il est, la capacité de produire quelque chose en lui qui est donné de façon virtuelle, mais qui ne s'accomplira que par une culture, que par un travail, que par un engagement. Donc Rousseau définit l'homme par la liberté. Et donc là, vous avez une espèce de synthèse Pascal-Rousseau, c'est-à-dire Pascal est un penseur chrétien, Rousseau qui est un pur républicain. Alors là, vous avez une espèce d'œcuménisme républicain, à la fois laïque et respectueux des religions. Là, ça tient debout. Vous voyez ce que je veux dire? Je me répète, c'est pas la nostalgie, c'est pas ça, ça marchait pas, faut pas croire, c'était pas waouh, non. Mais là, on a un texte qui pose une thèse. Et cette thèse, en fait, c'est quoi? Regardez, si on résume tout ça, comment on cultive la liberté? Tout est dans une notion, l'élémentaire. Tout est là. Pourquoi? Alors ça, c'est Condorcet qui l'explique. Et ça vient de là, quand on parle d'école élémentaire. Et le programme de philosophie des classes terminales, précisément, est élémentaire, puisqu'on commence en terminale. Donc ça veut dire qu'on commence par les éléments premiers. Alors, Condorcet parle de... Alors, dans un rapport sur l'instruction publique, tout ça, c'est des textes qui sont à la racine de ce qui deviendra l'éducation nationale. Donc, Condorcet explique ce que c'est qu'un enseignement républicain. Et il dit un enseignement républicain, c'est un enseignement élémentaire. Pourquoi? L'élémentaire, c'est d'abord ce qui est l'élément premier, c'est-à-dire le plus simple. Et la bonne pédagogie commence toujours par le plus simple. On commence par ce qui est simple, on ne commence pas par ce qui est compliqué, par ce qui n'est pas élémentaire. Donc l'élémentaire, c'est le simple. C'est l'élément à partir duquel une pensée peut se construire. Mais l'élémentaire, c'est en même temps une construction lui-même. C'est-à-dire que le maître élabore une pensée qui doit être la plus simple au regard de la pensée de son élève. Mais c'est des fois très difficile de faire simple. La simplicité, c'est pas la facilité. Alors la simplicité, c'est la facilité, ça facilite la compréhension de celui qui la reçoit, mais ça rend le travail de celui qui l'élabore très difficile. C'est pour ça que c'est un métier. Ça s'apprend. C'est un métier. Le métier de professeur, c'est ça que je dis, c'est un des rares métiers où tout le monde a une idée. C'est ça. Le gars, il est spécialiste, je sais pas moi, de l'aviation civile, on va pas lui expliquer comment on fait voler les avions. Par contre, les profs, tout le monde a son idée, il faut faire ça, il faut faire autrement. Bon, ceci étant dit, une société n'est pas composée de 100% d'anciens bons élèves. Donc tout le monde ne garde pas de l'école un souvenir extraordinaire, et donc chacun a une théorie sur ce qui aurait fait que l'école aurait été bien meilleure, etc. Et souvent, parmi ces théories, il y en a des très bonnes d'ailleurs. Il arrive que l'opinion s'accorde avec le réel, c'est pas ce que je dis. Mais on ne voit pas le problème. Mais oui, mais là on est en train de dire c'est un métier, parce que l'instituteur, il va falloir qu'il élabore quelque chose qui, au départ, est très complexe, mais qui doit se donner à comprendre par l'élève comme un ensemble d'éléments simples. Attention, l'élémentaire, c'est pas le rudimentaire. Le rudimentaire, c'est du mépris. Je vais te donner une sous-culture qui, des rudiments. Non, des éléments simples. Pour ça, les exemples que j'ai lus, l'homme a une tête, dans la tête il y a un cerveau, c'est simple. On commence par là. Alors, l'élémentaire, ça permet donc quelque chose de pédagogique. Mais regardez bien, ça permet autre chose. Et l'élémentaire, ça permet la fin de chaque chapitre. Vous voyez, chaque chapitre se termine comme ça, questionnaire. Alors vous avez la première partie, là, qui vous parle de l'homme. Alors l'homme boit de l'eau, il mange, je sais pas quoi, de la viande. Alors, autre chose. Donc, questionnaire. Quelles sont les quantités d'eau, quelles sont les qualités d'une eau potable? Alors c'est quelque part dans la leçon. Donc ça, c'est le moment où on vérifie que l'élève a bien retenu l'élément potable. C'est ça, on te demande que ça. Mais, deuxième question, au pluriel. Question d'intelligence. Alors,
Prenez le terme intelligence, au sens français du terme, qui est celui d'une compréhension. Donc là, c'est la question qui vérifie, non seulement qu'il a... Alors ça, il a mémorisé les éléments. Il faut apprendre par cœur. Bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Maintenant, il va falloir que tu répondes à des questions qui appellent des réponses qui ne sont pas dans la leçon. Mais qu'on ne peut mettre en œuvre que si on a travaillé la leçon. C'est un métier. Une fois que vous avez... Ah oui, quand même. Bon. Donc ça veut dire que la construction de la leçon envisage déjà la question qui suivra et qui mettra l'élève en situation de mobiliser les éléments de la leçon, mais dans un ordre inédit qui, lui, n'était pas dans la leçon. Autrement dit, l'élémentaire, ça veut dire que l'élève n'a pas à répéter la leçon. Il a à combiner de manière originale les éléments de la leçon. Autrement dit, l'élémentaire, c'est la liberté. Voilà pourquoi un enseignement républicain est toujours et nécessairement d'abord élémentaire. L'élémentaire, c'est la liberté. On n'apprend pas des pensées, on apprend à penser, à combiner les éléments. Mais si tu n'as pas les éléments, tu n'as rien à combiner, ça ne marchera pas. Mais si tu répètes mécaniquement les éléments dans l'ordre de la leçon, ça ne répondra pas à la question, ça ne marchera pas non plus. Il va falloir que tu apprennes à recombiner autrement. Voyez ? Et puis si tu n'y es pas arrivé, c'est pas grave. Tu t'as pris un risque, c'est pas mal. C'est ça la différence. Tu as essayé, c'est pas mal. Enfin, tu t'es pas contenté de... Alors il faudrait ajouter à ça, donc ça condensé, tout est dit, vous avez compris la chose, mais il faudrait ajouter à ça que l'élémentaire, comme c'est la simplicité, comme c'est ce qui est accessible en droit à tous, l'élémentaire c'est la liberté, mais évidemment c'est l'égalité. Vous voyez, c'est le contraire de la culture d'un spécialiste qui s'impose de l'extérieur comme quelque chose d'inaccessible. Donc l'instituteur ne donne pas du rudimentaire qui n'est rien d'autre qu'un mépris à l'égard de son élève, il est bien concentré sur l'élémentaire et il a en tête l'idée que la République, et plus précisément même l'école de la République, n'a de légitimité que si elle cultive la liberté de son élève. Donc ça nous permet de conclure pour ce soir, sur cette thèse. L'éducation ainsi pensée s'inscrit bien dans une culture, mais dans une culture qui ne s'oppose en rien à la nature, puisque précisément c'est une culture qui cultive la nature, et plus précisément, elle cultive la nature humaine qui n'est rien d'autre que la liberté, par le moyen d'un enseignement d'abord élémentaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.